Bonjour, je m'appelle Romuald Poto, je suis membre du laboratoire de physique et chimie des nano-objets à l'université Paul Sabatier Toulouse 3. Je vais vous proposer un enseignement d'introduction au machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, orienté pour la chimie. Donc ça peut s'appliquer à des thématiques très diversifiées comme la visualisation, le traitement de données, l'analyse des données, mais également de la prédiction et du design. Alors là, le thème a l'air assez copieux et ambitieux. On ne va pas pouvoir aborder tout ça en un temps aussi limité. Il faut d'abord faire un apprentissage, nous aussi, avant de pouvoir utiliser ces méthodes-là. Donc je vais vous présenter un aperçu très général. Cet enseignement va être bâti sur la base de cette courte introduction qui devrait durer à peu près 1 heure et également sur la mise à votre disposition de notebooks Python avec lesquels vous allez pouvoir faire un auto-apprentissage à votre rythme. Donc un petit peu quelques éléments de contexte. Donc le contexte, c'est ce que une équipe de chez Microsoft en 2009 a appelé le quatrième paradigme de la recherche scientifique. Le premier paradigme, c'est la recherche basée sur une approche purement expérimentale. Donc ça nous mène à peu près jusqu'en 1600 avec l'apparition des premières lois physiques pour rationaliser l'observation expérimentale, donc c'est les lois de Newton, et ensuite toutes les autres lois qui se sont empilées là-dessus, pour le magnétisme, l'électromagnétisme, l'électricité, la thermodynamique, etc. etc. Avec l'avènement des ordinateurs, des premiers ordinateurs, est apparu le troisième paradigme de la recherche scientifique, basé aussi sur une science computationnelle, c'est-à-dire c'est la mise en équation, sous forme d'algorithme, la transposition sous forme d'algorithme des équations de la physique, de la chimie, des mathématiques, avec des problématiques de résolution numérique sur les ordinateurs et de précision numérique. Et le quatrième paradigme qui est ici, c'est la science gouvernée par les données. Donc des données de quelle origine, ce qui est souligné sur cette petite vignette-là, c'est que ça peut être aussi bien des données d'origine expérimentale, issues de simulations, des données d'observation, pas que des mesures numériques, également des observations, des images, que ce soit aussi bien des images de galaxies que, par exemple, de milieux interstellaires, que de ce qui se passe à l'infiniment petit, avec des microscopes, et également des données, on va dire, sociétales, conversationnelles, des données issues de la production humaine, comme les livres, les journaux, des discussions, des émissions de radio, de télévision, etc. Donc là, il y a une base énorme de données que savent aujourd'hui exploiter de mieux en mieux et tous les algorithmes d'intelligence artificielle. Alors en chimie physique, dans une approche chimie physique, si je dois simplifier à outrance, je vais dire que la problématique est résumée ici. Donc quelle est l'idée? On a des descripteurs physiques ou chimiques, dont vous avez une proposition de liste de descripteurs ici, qui n'est absolument pas exhaustive. Donc ces descripteurs physiques et chimiques, ça peut être aussi bien des règles de décompte électronique, une aromaticité locale, des gaps homolumaux, l'énergie de Fermi d'un matériau, des paramètres structuraux globaux ou locaux, 3D, 2D, des charges atomiques, la densité électronique, des énergies de dissociation de liaison, des spectres expérimentaux, que ce soit des spectres expérimentaux de spectraux ou de suivi de réactions, donc des courbes cinétiques, des quantités en relation avec des matériaux comme la conductivité thermique, la capacité calorifique, la résistivité, la ductilité, etc. etc. Donc ça, c'est des descripteurs qui permettent de caractériser un système physico-chimique. Ils sont digitalisés d'une certaine façon et rangés dans un tableau à une dimension. Un tableau à une dimension que l'on donne comme information à un algorithme de machine learning qui va faire son apprentissage sur la base de cette information et en sortie, l'algorithme va être capable de faire le lien avec un output. Alors faire le lien avec un output, ça c'est dans le cadre de l'apprentissage supervisé, où on va lui demander de faire un lien avec des données que l'on connaît. Donc par exemple, on va lui demander de faire un lien entre l'aromaticité locale d'un côté, euh, on va lui demander de faire un lien entre la structure d'un système conjugué et l'aromaticité du conjugué, si on le veut comme output. Bref, donc en sortie, on a des nombres ou des probabilités. Si on est en apprentissage supervisé,
non supervisé, pardon, l'apprentissage non supervisé, eh bien, on ne fixe pas, je préciserai ça plus tard dans des exemples, l'output est produit, on ne cherche pas à reproduire des résultats, l'output est produit d'après ce que l'algorithme a compris des données qu'on lui a renseignées. Donc en sortie, quand je dis nombre ou probabilité, je suis évidemment bien conscient que les probabilités ne sont rien d'autre que des nombres, mais soit on a des nombres, c'est-à-dire on veut faire de la régression, soit on veut faire de la classification, auquel cas on aura des probabilités, c'est-à-dire des quantités homogènes à des probabilités comprises entre 0 et 100%, ou dans la somme des probabilités comprises entre 0 et 100%. Alors le contexte toujours, c'est l'intelligence artificielle, hein, donc souvent on confond. Dans beaucoup de domaines, intelligence artificielle, ça veut dire de l'apprentissage automatique avec des réseaux de neurones. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. L'apprentissage automatique peut se faire aussi sans réseau de neurones. Et l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus large que ça. Mais à notre niveau, on utilisera indifféremment les deux termes. Donc l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence qui est démontrée par des machines en opposition avec l'intelligence naturelle des êtres humains ou des espèces animales ou des autres espèces animales. Donc les objectifs de l'intelligence artificielle, c'est faire des raisonnements, être capable de résoudre des problèmes, être capable de représenter être capable de représenter la connaissance et d'interpréter la connaissance, faire des choix, établir une hiérarchie d'événements, faire de l'apprentissage, donc c'est typiquement l'apprentissage automatique, traiter le langage naturel, donc ça c'est par exemple le cadre de ChatGPT, c'est extrêmement impressionnant ce qui se fait aujourd'hui. Traiter sur la base de données capturées par des senseurs, des capteurs, être capable d'avoir une perception du monde. Donc ça c'est dans le cadre de l'interaction monde extérieur-machine. La capacité de bouger des objets, de les manipuler, ça c'est avec une interface type robotique. De plus en plus, les algorithmes sont capables de simuler des sentiments humains. Donc ce ne sont pas des vrais sentiments, mais en tout cas ils peuvent simuler, ils peuvent entretenir une conversation. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec ChatGPT, mais ChatGPT peut entretenir une conversation. Et l'objectif, alors à long terme, mais est-ce à si long terme que ça, c'est la capacité de résoudre un problème quelconque. Voilà, ça c'est l'un des gros enjeux de l'intelligence artificielle actuelle. Si on regarde un petit peu le contexte un peu plus précis de l'intelligence artificielle et plutôt des réseaux de neurones, c'est-à-dire du deep learning, il faut donc regarder un petit peu quelles sont les évolutions au cours de ces dernières décennies. Donc ça a commencé avec le premier article fondateur, hein, donc souvent on parle de Turing, mais avant ça il y a eu McCulloch et Pitt qui ont été les premiers à suggérer qu'une activité neuronale est computationnelle. Et c'est tiré de leur bouquin, peut-être légèrement adapté ici. Donc ils ont symbolisé un neurone comme ça. Le neurone est ici. Il y a deux parties dans le neurone. Il y a une partie à gauche qui est capable de faire une sommation, on va dire, des informations qu'il a en entrée. Et ensuite, dans cette partie droite, il y a une fonction d'activation qui entraîne le neurone à transmettre une décision positive ou négative. Et donc il transmet un nombre Y qui est compris entre 0 et 1. Donc ça serait plutôt pour une activité de classification ou de prise de décision. Donc classification, c'est un chat ou c'est pas un chat. Prise de décision, on tourne à droite ou on tourne à gauche. Voilà, donc ça c'est le premier article un petit peu fondateur. Ensuite, il faut parler dans un contexte toujours de réseau de neurones, même si je répéterai plusieurs fois qu'il n'y a pas que les réseaux de neurones en intelligence artificielle dans ces activités-là. Il faut citer évidemment le modèle du perceptron de Rosenblatt. Vous retrouvez un schéma très similaire au schéma précédent. Vous avez des informations ici en entrée qui sont sommées par un neurone ici. L'information sommée est transmise à une fonction ici qui est responsable de la prise de décision. C'est ce qu'on appelle une fonction d'activation. Et on a ici une sortie.
Voilà, donc ça, c'est le modèle du perceptron, et vous pourrez, donc c'est le modèle d'un neurone artificiel, vous pourrez trouver sur Internet des photos de Rosenblatt devant une machine qui reproduisait ce comportement-là, et si vous cliquez donc sur le PDF de ce diaporama, si vous cliquez sur cette image en haut, vous verrez une vidéo très enthousiaste des années 60 parlant de cette capacité d'identifier des espèces. Ensuite, vous avez peut-être entendu parler des prix Nobel de physique récents attribués à Hopfield, du prix Nobel de physique récent attribué à Hopfield et Hinton. Et vous les retrouvez ici sur cette timeline. Donc, il y a le réseau de Hopfield qui est représenté schématiquement ici, les machines de Boltzmann de Hinton ici, la notion de couche cachée pour les réseaux de neurones type deep learning, les réseaux profonds en 1986. Donc voilà, donc ça c'est des travaux importants. Mais avant ça, il faut souligner ici 1970, un algorithme très important qui est symbolisé par cette flèche ici, qui est l'algorithme de rétropropagation. Donc l'algorithme de rétropropagation, très important, c'est la même chose pour vous. Quand vous apprenez quelque chose, vous avez besoin d'un feedback. Vous avez besoin que quelqu'un qui connaît mieux que vous un domaine puisse vous rassurer et vous faire un retour quant à votre état de compréhension d'un problème. Donc ce feedback, ce retour d'expérience, c'est ce qu'on appelle dans ce contexte-là l'algorithme de rétropropagation, les méthodes de rétropropagation. Donc ça c'est très important. C'est ce qui permet, vous voyez ici ces quantités W, ce sont les poids des connexions entre les informations d'entrée et le neurone qui est ici, les weights, W comme weight en anglais. Donc l'algorithme de rétropropagation, c'est lui qui permet d'optimiser automatiquement les valeurs de ces poids dans le cadre de la phase d'apprentissage. Puisque dans ces algorithmes d'apprentissage, il y a toujours une phase d'apprentissage d'un modèle avant que ce modèle puisse être utilisé en production. Donc si on revient au prix Nobel, donc vous avez ici quelques-unes de leurs réalisations, quelques-uns de leurs travaux ici, qui datent des années 80 en particulier. Très important aussi, 1990, les travaux de Jan LeCun avec le premier réseau qui s'appelait le Net, qui était la première tentative réussie et convaincante d'identifier, de reconnaître des caractères, en l'occurrence ici des chiffres écrits et n'importe quel chiffre manuscrit qui pouvait être transformé identifié et transformé en chiffres digitalisés. Donc là aussi, vous avez le lien vers la vidéo YouTube qui fait la démonstration à cette époque-là de la capacité de ces algorithmes. Donc on repart de 1990, Jan LeCun. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose sur la diapo précédente. J'ai oublié de souligner, toujours en 1986, les réseaux récurrents. Donc les réseaux récurrents, ce sont des réseaux de neurones qui sont utilisés pour exploiter des données temporelles. Donc pour exploiter des données temporelles. Donc lorsque vous avez un phénomène qui dépend du temps, ce sont les réseaux récurrents qui sont les plus adaptés. Le problème, c'est que ces réseaux ont des mémoires de poissons rouges. Ils n'ont qu'une mémoire à très court terme, ils n'ont pas de mémoire à long terme. Ça a été résolu avec les Long Short Term Memory, les LSTM Neural Network, de Recurrent Neural Network, en 1996, ici. Donc c'est comment rajouter une mémoire à plus long terme. Donc ça, dans un contexte par exemple de chimie théorique et computationnelle, ça pourrait être tout à fait intéressant comme outil pour faire de la prédiction de trajectoire de dynamique moléculaire. Donc il faut évidemment au départ un apprentissage de la trajectoire et ensuite il peut y avoir une phase prédiction. Et puis après, il y a les réseaux génératifs antagonistes, les GAN. Donc vous avez deux réseaux de neurones, c'est 2014, donc on accélère un petit peu, enfin on se rapproche de notre époque. Réseau extrêmement performant, vous avez deux réseaux antagonistes qui sont en compétition l'un avec l'autre lors de la phase d'apprentissage et aussi lors de la phase de production, l'un corrigeant les éventuelles erreurs de l'autre. Et puis après, gros game changer, comme on dit, en 2017, avec les Transformers, et cet article de Vaswani,
attention is all you need, la notion de mécanisme d'attention et de réseau de neurones qui permet de prendre en compte cette proposition mathématique derrière de mécanisme d'attention. Et ça, c'est à la base des modèles de langage. Et tout s'accélère à partir de là. Tout s'accélère à partir de là. Vous avez 2017 AlphaGo, créé par Google DeepMind. Donc Vaswani, c'est aussi quelqu'un de chez Google. Le premier outil d'intelligence artificielle, oui, le premier outil numérique capable de battre un joueur professionnel de Go. Et puis, les versions successives de AlphaFold. AlphaFold qui a été récompensé par le prix Nobel de chimie en 2024. C'est plus précisément Asabi et John Jumper qui ont été récompensés, qui sont les responsables de Google DeepMind. Donc AlphaFold avec ses trois versions successives, la troisième a été publiée en 2024. AlphaFold qui est capable de prédire la structure tridimensionnelle de protéines, et ça, jusqu'à un passé récent, c'était supposé comme étant une tâche impossible dans le cadre de ce qu'on appelle le paradoxe de Leventhal. Donc si vous êtes intéressé par le paradoxe de Leventhal, c'est un paradoxe qui a été formulé par Leventhal dans les années 60, et vous pourrez aller vous cultiver là-dessus si vous le souhaitez. Le code source de AlphaFold est publié. Vous avez ici le QR code qui vous permet d'accéder à la dernière version. Et vous pouvez aller lire l'article ici. Donc ça, c'est une avancée très impressionnante. Il n'y a pas que ChatGPT qui est impressionnant, et autres avatars de type intelligence artificielle, algorithme génératif. AlphaFold, c'est aussi très très impressionnant, compte tenu de la quasi-impossibilité, comme je vous l'ai dit jusqu'à un passé récent, de faire cette prédiction de structure tridimensionnelle de protéines. Alors quel est le rôle transformatif de l'intelligence artificielle en recherche en sciences de la matière? Donc là on peut poser la question à ChatGPT, qui dans le même temps peut produire des illustrations. Donc là je lui ai posé la question et je lui ai demandé de m'illustrer ça pour ce cours. Et il m'a donné plusieurs réponses. Accélérer la découverte de nouveaux matériaux ou de nouvelles molécules. On ne va pas tout lire dans le détail, hein. Vous pouvez le lire évidemment si vous le souhaitez. Faciliter l'interaction homme-machine et proposer des algorithmes d'intelligence artificielle explicables. Alors l'intelligence artificielle explicable, je vais juste en dire un mot. On croit souvent que, à tort, ou partiellement à raison, que ces algorithmes d'intelligence artificielle sont des boîtes noires qui sont juste capables de produire des résultats sans qu'on comprenne exactement comment se passe leur apprentissage. C'est probablement vrai dans beaucoup de cas, peut-être des cas complexes, mais on a à notre disposition des algorithmes qui sont eux spécifiquement dédiés à la compréhension de l'apprentissage des méthodes d'intelligence artificielle, en tout cas de certaines méthodes d'intelligence artificielle. Donc on peut essayer de faire le lien entre l'apprentissage d'un algorithme, le poids, si je parle de réseaux de neurones, les poids des réseaux de neurones, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme a jugé important entre les descripteurs d'entrée et une propriété de sortie. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible, hein, qui est facilement accessible, et qui doit faire partie, selon moi, du workflow en machine learning, c'est-à-dire du développement d'algorithmes en machine learning, c'est de rajouter cette dimension d'explicabilité. Pour la modélisation avancée, on peut espérer pouvoir faire des prédictions comparables à des calculs ab initio, sans faire des calculs ab initio, ou sur la base de calculs ab initio qui ont servi de base d'apprentissage. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a également la possibilité de faire du design d'expérience, le design of experiments, donc pour faire un processing automatique de mesures expérimentales, par exemple, avec des robots qui vont déclencher de façon automatique, ou en tout cas des chaînes de commandes qui vont déclencher de façon automatique telle ou telle manip ou tel mélange de milieux réactionnels, de réactifs et de milieux réactionnels, si je pense à de la synthèse organique ou inorganique.
Voilà, donc ça c'est le domaine du design of experiments gouverné par le machine learning. C'est ce qu'on appelle les plans d'expérience, le design of experiments en français. L'exploration des données. L'exploration des données, c'est ce qui se fait en amont hein, de toute approche d'intelligence artificielle. Il faut toujours explorer les données, déjà pour essayer de voir si on peut leur donner du sens quand on a des données extrêmement complexes, mais également pour identifier des variables qui pourraient être pertinentes. Donc dans le cadre de l'extraction de descripteurs dont je parlais, qui vont nourrir un apprentissage automatique. Mais également, c'est important, l'exploration des données, en amont de la mise en place d'un algorithme d'intelligence artificielle, pour identifier s'il n'y a pas ce qu'on appelle des outliers, des intrus, c'est-à-dire des données qui sont fausses ou surprenantes, ou qui sont sous-représentées. C'est pareil pour nous, lorsqu'on apprend, on a besoin de répéter l'apprentissage sur la base de plusieurs exemples qui sont très proches. Et si, par exemple, tout à coup, au milieu de données de thermodynamique, alors, parlons pas de données, parlons de concepts, si au milieu d'un cours de thermodynamique, on se met à vous parler de cinétique, c'est un domaine proche, certes, mais tout de même différent. Et s'il n'y a pas la contextualisation de cette cinétique, on ne va rien comprendre, on ne va pas le comprendre dans le cadre d'un cours de thermo. Donc il faut bien construire des connaissances associées à ce cours de cinétique, et s'il y a des données associées, des constantes de vitesse par exemple, dans un premier temps, il ne va pas être évident de faire le lien entre une constante de vitesse et l'énergie interne, l'enthalpie libre, etc. Donc c'est pareil pour un algorithme d'intelligence artificielle. Si vous le nourrissez avec un petit nombre de données qui n'ont rien à voir avec le domaine d'apprentissage, ou qui sont fausses, vous allez perturber l'apprentissage et vous aurez un très mauvais apprentissage. Donc l'exploration des données en amont, c'est aussi bien pour donner du sens, les analyser, que également pour identifier d'éventuels outliers, d'éventuels intrus qui n'ont rien à faire dans une base de données d'apprentissage. Alors après, ChatGPT nous dit qu'il y a des avancées théoriques qui peuvent être faites donc sur la base de l'intelligence artificielle. Je pense que là, il doit penser à ce qu'on appelle les PI, probablement, j'ai oublié de lui poser la question, les PINN, les Physics Informed Neural Networks, mais il y a peut-être d'autres initiatives, d'autres algorithmes que je ne connais pas. Comme il a identifié que je fais des nanosciences, il suggère que ça peut être intéressant également en physique quantique et dans la recherche et les développements de nanomatériaux, et puis également dans un contexte de développement durable. Et il souligne en particulier, pourquoi pas, le développement de catalyseurs qui soient plus efficaces. Il souligne également le rôle de l'intelligence artificielle dans les collaborations interdisciplinaires, avec un certain nombre de défis associés. Et l'un des défis, c'est que les chercheurs doivent être entraînés pour s'approprier le potentiel de l'intelligence artificielle, et pas juste utiliser ChatGPT, être capable d'utiliser des algorithmes plus avancés. Donc ça, c'est ce qui est souligné ici. Et une doctorante de mon équipe a posé une question complémentaire à ChatGPT en lui disant que dans cette liste-là, il avait oublié le rôle de l'intelligence artificielle générative dans le domaine des sciences moléculaires et des sciences des matériaux. Alors ChatGPT est jamais... enfin, on a toujours raison avec ChatGPT, il ne vous contredit jamais, donc il me dit oui, vous avez tout à fait raison, et effectivement, Stella Christodoulou, la doctorante qui a posé la question, avait tout à fait raison. C'est un aspect vraiment important. Et il souligne en particulier les Generative Adversarial Networks, les GAN, et les Variational Autoencoders, les VAE, qui peuvent révolutionner le design de nouvelles molécules et de nouveaux matériaux. Donc dans le cadre de cet enseignement, on ne pourra pas aller aussi loin que les GAN, mais on ne pourra pas aller aussi loin que les Variational Autoencoders, mais vous pourrez découvrir ce que c'est quand même qu'un auto-encodeur. Donc vous aurez
les connaissances et compétences de base pour aborder plus tard par vous-même qu'est-ce que c'est qu'un auto-encodeur variationnel et qu'est-ce que ça peut apporter dans ce domaine. Alors, apprentissage supervisé versus apprentissage non supervisé. Donc j'avais trouvé ça sur... on trouve beaucoup de ressources hein, sur Internet dans ce domaine. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup de gens qui écrivent des blogs, des billets de blog, qui font des images, qui font des schémas, des graphiques, qui donnent des bouts d'enseignement, qui font des bouts de cours, qui donnent des bouts de code, qui développent même des notebooks de code entiers, qui fournissent des codes Python entiers, qui mettent à disposition de tout le monde. Il y a une énorme communauté qui travaille là-dessus, et plutôt dans un contexte de sciences ouvertes. Alors après, il faut faire attention, parce que il peut y avoir des codes qui sont faux, qui sont obsolètes, hein, donc voilà. Et puis on peut passer beaucoup de temps à chercher sans trouver des ressources intéressantes. Mais voilà, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez énormément de choses pour faire un auto-apprentissage, votre auto-apprentissage, de l'auto-apprentissage. Donc là, qu'est-ce qui est résumé sur ce schéma? Il y a deux grandes parties. Vous avez sur cette partie-là le unsupervised learning. L'apprentissage non supervisé, c'est quand un algorithme apprend seulement à partir de données. Vous avez ensuite l'apprentissage supervisé, ici. L'apprentissage supervisé, c'est lorsqu'un algorithme apprend à partir d'exemples qui sont des exemples étiquetés. Je préciserai juste après, je donnerai juste après quelques exemples. Donc, et puis il y a une autre gamme d'apprentissage, hein, qui est ce qu'on appelle l'apprentissage renforcé, le reinforcement learning, qui est très adapté à des prises de décision en temps réel en particulier, d'où son application par exemple pour la navigation des robots, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage supervisé? Celui dont on a dit que c'est un apprentissage à partir d'exemples qui sont des exemples étiquetés. Donc c'est écrit ici. Donc vous avez des données qui sont fournies avec également l'output que l'on souhaite faire apprendre à la machine. Donc vous avez ici l'exemple où on veut faire apprendre l'exemple des... Donc c'est ici l'exemple des chats. Vous fournissez un algorithme, une machine hein, sur ce dessin, vous fournissez un algorithme des tas d'images de chats, mais qui sont labellisées avec le terme chat. Et vous demandez à l'algorithme d'identifier que derrière ces images de chat, il doit associer le label chat. Une fois que l'algorithme a appris ça, mais ensuite vous pouvez l'exploiter en mode production. Et donc si vous lui montrez des images de chats et de chiens, il va être capable de classer les chats et de vous dire ce sont des chats. Et puis pour les chiens, évidemment, il n'aura pas appris que ce sont des chiens dans cet exemple, mais il saura vous dire que ce ne sont pas des chiens. Donc ça, c'est très intéressant pour faire de la classification. Donc pour classer alors toutes sortes d'items, des images ou autres, hein, ça peut être des données numériques quelconques, dans différentes catégories. Et ce n'est pas limité à deux catégories, hein, ce n'est pas limité uniquement à blanc ou noir, chat ou chien, 0 ou 1, ça peut être étendu à un grand nombre de catégories. Donc vous pouvez faire une classification de toutes les espèces animales de la planète, théoriquement c'est tout à fait possible. Mais il est possible aussi de faire de la régression pour faire du coup de la prédiction de valeurs réelles, donc pas de probabilité, mais faire de la prédiction sur le marché de l'immobilier, vous trouverez des tas d'exemples, faire de la prédiction sur le marché de l'immobilier, prédiction en fonction de la localisation de tel appartement, telle maison, le nombre de pièces, l'environnement, la présence dans l'environnement d'écoles, etc. Faire de la prédiction du montant d'un bien immobilier en fonction du prix du marché et de ses variables d'environnement. Donc ça, c'est de la régression, typiquement, et c'est pas forcément de la régression linéaire. C'est une régression, ce que je citais là, c'est un exemple de régression multiparamétrique. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage non supervisé? On va reprendre le cas des chats et des chiens. Donc c'est un apprentissage à partir seulement des données qui ne sont pas étiquetées. Donc on fournit juste les données et on laisse la machine identifier par elle-même qu'il y a des patterns, donc des motifs dans la base de données et des motifs différents. Donc ça permet de faire ce qu'on appelle du clustering par identification de similarités dans des groupes. Donc c'est ici,
vous avez un algorithme, une machine à qui vous montrez des images de chats et de chiens, et qui va être capable, par lui-même, d'identifier qu'il y a deux groupes différents. Vous avez le groupe d'espèces qui sont, ou d'images, parce que c'est que des pixels pour lui, hein, il ne sait même pas que ce sont des animaux. Donc il y a des images qui sont similaires, donc qui rangent dans un premier groupe, et puis il y a d'autres images qui sont similaires aussi, entre elles, et qui appartiennent à un groupe différent. Donc c'est le groupe similaire d'eux, mais il ne va pas vous dire que c'est des chats et des chiens, puisqu'on ne lui a pas étiqueter ces données-là. Donc ça peut être vraiment intéressant. Hein. Vous récupérez des spectres RMN, par exemple, ou des spectres de rayons X. Donc vous les récupérez et vous ne savez pas encore les analyser, vous ne les avez pas analysés, eh bien vous balancez des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de spectres de rayons X que vous avez acquis par exemple dans un rayonnement synchrotron, dans une manip synchrotron. Vous passez ça dans une machine pour qu'il essaie d'identifier tout seul, de classer tout seul les spectres RX qui se ressemblent. Et donc il va vous faciliter la vie en mettant automatiquement, en vous disant les spectres 1, 10, 50, le 3 centième, etc. Ils m'ont l'air de représenter à peu près la même chose. Je les mets dans un groupe ensemble, et puis il y a d'autres spectres qui sont différents, mais qui se ressemblent entre eux. Ça fait un autre groupe, etc. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Et c'est aussi tout à fait adapté pour faire de la détection d'anomalies. Donc ça, vous avez par exemple un algorithme qui a appris à lire des radios, des IRM par exemple, des images obtenues par imagerie par résonance magnétique, et qui a appris à reconnaître, à lire des radios, des IRM d'individus qui ne sont pas malades, d'individus sains, et puis ensuite vous lui montrez, une fois qu'il a fait cet apprentissage, de radios d'individus sains, vous lui montrez une image malheureusement de quelqu'un qui a une anomalie, qui a quelques cellules qui sont en train de muter. Il va être capable, en principe, de déterminer tout seul la présence de ces cellules. Et y compris avec une précision dans l'identification des anomalies qui est supérieure à, dans certains cas, il y a quelques applications où c'est supérieur à ce qu'est capable de faire l'être humain. Alors, parlons du workflow. Un workflow simplifié, c'est-à-dire pour faire tout ça, ça marche comment? Alors, commencez par lire là-haut. Vous devez d'abord trouver des données. Et ces données, elles sont séparées toujours en deux parties. Une partie, alors la partie la plus grande, c'est le training set, donc c'est la partie pour qu'on réserve à l'apprentissage. Et puis on met de côté une partie, donc souvent c'est 80%, 20%. Donc on garde 20% pour tester l'algorithme une fois qu'il a fini son apprentissage. C'est comme dans une phase d'apprentissage, comme pour vous, étudiants, vous avez d'abord une phase d'apprentissage où vous traitez des exercices, et ensuite l'enseignant a gardé pour lui quelques exercices qu'il va vous proposer à l'examen pour évaluer si vous avez bien compris. Ben, c'est exactement la même chose dans le cadre de l'apprentissage automatique. Vous avez un grand jeu de données, plus ou moins grand jeu de données. Vous utilisez les 8 dixièmes de ces données pour faire l'apprentissage de l'algorithme, et vous en gardez 20% à la fin pour vérifier si l'algorithme a compris. Donc est-ce qu'il est capable de généraliser aux 20% de données qu'il n'a pas vues, avec lesquelles il n'a pas été confronté et qui n'ont pas servi à son apprentissage. Donc ça, c'est la première partie du workflow. Cette séparation 80%, 20%. Associé à ça, il faut éventuellement faire un traitement des données. Justement, il faut éventuellement filtrer les données, les analyser, les simplifier peut-être en les transformant en descripteurs, ce qu'on appelle aussi des features, les caractéristiques principales de vos données, les standardiser, on y reviendra en TP sur cette notion de standardisation. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur la manipulation des données, et pourquoi pas aussi identifier des données qui sont complètement singulières par rapport aux autres, c'est-à-dire des données qu'il va falloir peut-être supprimer de l'apprentissage parce qu'elles n'ont rien à faire là, soit parce qu'elles sont fausses, leur singularité c'est peut-être parce que ces données sont fausses, ou bien alors la singularité c'est peut-être justement parce qu'il y a là un sous-ensemble d'informations qui est très particulier et pour lequel on n'a pas rassemblé assez de data. Ensuite il faut faire ce qu'on appelle le flattening, donc là il faut aplatir chaque échantillon.
donc un échantillon de données. L'aplatir, ça fait référence à ma première diapo quand je présentais un vecteur. On met en input d'un algorithme d'intelligence artificielle un vecteur qui contient une succession de données. Donc ce vecteur, c'est un tableau à une dimension. On appelle ça aplatir les données. Donc ici, il y a un petit code de couleur. Vous avez les premiers pixels ici qui représentent ces pixels-là. Blablabla, on les aplatit et en fin de tableau à une dimension, on retrouve ces pixels ici. Ensuite, il faut choisir un modèle de machine learning, et il n'y a pas que le réseau de neurones. Il faut éventuellement adapter ce qu'on appelle les hyperparamètres. Alors si c'est du réseau de neurones, les hyperparamètres, ça va être le nombre de couches de neurones, le nombre de neurones par couche, le critère d'apprentissage, le critère numérique qui est en quelque sorte la vitesse d'apprentissage. Donc voilà, il y a des choses comme ça à définir. Il faut éventuellement définir les hyperparamètres. Ensuite, il y a une partie d'entraînement. Donc l'entraînement, c'est justement l'optimisation de tous les hyperparamètres. Si c'est des réseaux de neurones, ça va être tous les poids des connexions entre les neurones et quelques paramètres supplémentaires associés aux neurones. Donc il faut l'entraîner, il faut évaluer le modèle une fois qu'il a été entraîné, éventuellement le remettre en cause et le redéfinir de nouveaux hyperparamètres, redéfinir une architecture ou choisir un autre algorithme si le modèle se comporte mal. Il faut faire ce qu'on appelle des validations croisées, des scaffold cross-validation, donc ça aussi ça fait partie du workflow, on y reviendra. Et une fois qu'on a mis au point un modèle, on applique le meilleur modèle à des nouvelles données, en espérant qu'il est suffisamment généralisable. Donc ce qui est représenté ici, c'est justement une analyse exploratoire préliminaire. Donc il faut comprendre la base de données, il faut l'analyser, il faut évaluer sa qualité. Il y a peut-être un côté aussi ingénierie de l'extraction de descripteurs. Et ça, la précision de l'entraînement de la machine en dépend. Donc vous verrez dans cette phase-là, dans les bouquins, dans les articles scientifiques, vous verrez des choses, des graphiques parfois comme ça, soit dans l'article principal, soit en subinfo. C'est ce qu'on appelle une heatmap. Vous verrez aussi des analyses statistiques comme ceci, pour voir un petit peu, donc là c'est des quartiles, là c'est des boîtes à moustaches, un peu améliorées, pour voir... donc là ça c'est un projet que vous ferez, c'est un projet que vous aurez à faire, c'est l'analyse de vin, donc vous ferez ça en TP. C'est l'analyse de... Essayez d'identifier si un vin est rouge ou blanc. Alors vous allez me dire, ça c'est une question de couleur. Oui, mais l'enjeu de ce TP, c'est analyser la couleur en fonction des informations chimiques que l'on a sur ces vins. Donc là, ici, on voit différents vins qui ont été classés en fonction de leur qualité, dans ce cas-là, et pas en fonction de leur couleur. Et c'est la quantité de sucre résiduel, ici, bref. Il y a toute une partie analyse de données préalable. Le choix de l'algo. Donc, bien sûr, il y a les algorithmes de type réseau de neurones. Et là, sur un site, j'ai trouvé ce schéma, ce panneau qui était assez sympa, qui s'appelle The Zoo of Neural Networks. Donc la zoologie de réseaux de neurones, il y a tout un tas d'architectures. J'en ai parlé un peu préalablement. Mais il n'y a pas que les réseaux de neurones, vous avez d'autres algorithmes, vous verrez, il y a des régressions linéaires, ça en fait partie. Ça a l'air extrêmement basique comme machine learning. Vous avez la régression linéaire, ce qu'on appelle la régression logistique, avec juste un choix 0,1, les arbres de décision, les forêts aléatoires, qui sont une généralisation des arbres de décision, les cas nearest neighbor, donc les voisins les plus proches, voilà, les support vector machine, ici support vector machine, le clustering, il y a des techniques de clustering sans utilisation de réseaux de neurones, et les analyses bayésiennes, les probabilités bayésiennes. Donc il y a beaucoup d'algorithmes qu'on a à notre disposition et qu'il faut petit à petit apprendre à utiliser et à maîtriser, et dont il faut connaître les limites. Alors, si on veut développer des outils maison pour les appliquer à nos problèmes, ben, on a plusieurs outils à notre disposition. D'abord, il y a des packages un peu connus comme R ou MATLAB ou Mathematica. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a une galaxie machine learning
qui exploite Python, le langage de Python, et qui est un écosystème absolument exceptionnel de par sa richesse et sa diversité. Et là, j'ai mis des logos de tout un tas de packages, de méthodes, d'algorithmes qui sont mis à notre disposition, soit pour faire de l'intelligence artificielle, comme scikit-learn, Keras, TensorFlow, PyTorch, faire des analyses de données et des tracés, comme Matplotlib, NumPy, Plotly, Seaborn, SciPy, Pandas, très important. SHAP, c'est un algorithme, entre autres, d'explicabilité d'intelligence artificielle. Et puis pour nous, chimistes ou physico-chimistes, la question c'est l'analyse, la transformation, la création de données en relation avec la chimie. Et là aussi, il y a beaucoup de bibliothèques. Il y a RDKit qui est incontournable, ChemReps qui est un peu plus anecdotique. En ce moment, je développe des applications dans le cas des RX, hein, des données RX. Donc il y a par exemple Debye Calculator qui est très utile. Pour les matériaux, c'est PyMagen. Ça, c'est un outil maison qu'on est en train de développer, etc. Donc Python, c'est incontournable, hein. Donc si vous n'avez pas encore la maîtrise de Python, et j'espère que ce n'est pas le cas, ben, il faut que vous y mettiez. Vous pouvez l'utiliser, vous devez l'utiliser, selon moi, comme un outil de tous les jours, du quotidien, pour le calcul scientifique, pour le calcul numérique et scientifique. Ça peut remplacer Excel, et de loin. Alors c'est plus compliqué au départ, hein. C'est moins facile, des fois on se casse un peu les dents, etc. Mais après, on finit par s'y faire, d'autant que il y a des tas de cheat sheets, donc il y a des tas de feuilles qui font des résumés des principales commandes. Quand on a soi-même commencé à développer pas mal de choses, on fait ses propres copier-coller, on fait des copier-coller de ses propres codes de Python. Il y a une communauté qui est très large et qui est enthousiaste. Si vous posez une question en Python, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui y a déjà répondu, qui s'est posé déjà la question, et quelqu'un d'autre y a sûrement déjà répondu. Donc vous pouvez aller chercher des tas de ressources sur Internet, des tas de tuyaux. Il y a ChatGPT qui peut vous aider aussi à développer du code Python. Donc est-ce que c'est facile ou pas facile? Ben, c'est pas si facile que ça, mais ChatGPT peut vous aider. Il y aura peut-être d'autres outils de ce genre qui vont se développer, qui vont de plus en plus nous accompagner dans l'écriture de code Python. C'est clair que ça demande un investissement initial qui est assez important, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, compte tenu de tout ce que ça peut apporter. Euh, il y a tellement de choses, tellement de gens extrêmement brillants qui ont développé des outils tellement efficaces qu'il ne faut surtout pas réinventer la roue. Quand vous allez faire du vélo, euh, vous n'allez pas commencer à vous dire que vous allez pas vous commencer à vous gratter la tête en vous disant je veux construire un vélo par moi-même, comment est-ce que ça va rouler le mieux possible? Ah ben oui, tiens, il faut que je fasse une roue qui soit ronde, etc. Non, vous utilisez un vélo, point barre, et vous savez que voilà, vous n'allez pas tout refabriquer de A à Z, hein, y compris le concept de rond versus carré. Donc c'est pareil, je pense dans la science moderne, il faut que vous vous appropriez les outils des autres, et ça va vous permettre de dépasser et de loin le cadre étroit des applications que vous pouvez faire en vous appuyant uniquement sur vos compétences à vous, vos compétences les plus pointues, je veux dire. Donc vous avez des compétences les plus pointues dans un domaine, vous devez les entretenir, les développer évidemment, mais sachez tirer parti de tout ce qui est disponible et qui a été développé. Donc ne réinventez pas tout le temps, surtout pas. Donc voilà, donc si vous voulez faire du machine learning, les principales bibliothèques, ben, il y a les bibliothèques de l'INRIA qui s'appellent les scikit-learn. Il y a très peu de réseaux de neurones dans scikit-learn, mais c'est très très bien pour faire de la classification, de la régression, du clustering. Donc vous avez ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais vous y arriverez sur le PDF. Vous avez tous les algorithmes qui sont proposés, d'accord, dans ce domaine-là. La réduction de dimensionnalité, alors vous connaissez peut-être l'analyse en composantes principales, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une PCA, Principal Component Analysis, ça fait partie des méthodes de réduction de dimensionnalité. Vous avez aussi la sélection de modèles, donc tout ce qui est autour de la sélection de modèles avec les validations croisées, différentes métriques d'évaluation de la qualité d'un algorithme, etc. Et des outils pour faire du pré-processing,
de données, et en particulier, on parlera de la standardisation de données qui fait partie des outils de pré-processing fournis par scikit-learn. Il y a un MOOC sur Fun pour apprendre scikit-learn, que j'ai jamais suivi, mais bon, on peut se former aussi sur le tas. Pour faire des réseaux de neurones, vous avez TensorFlow, ici, qui est le système de seconde génération de Google, qui est supporté par Google. Et vous avez Keras, qui est dorénavant totalement intégré à TensorFlow. Donc Keras, c'est une espèce de surcouche, hein, donc c'est une surcouche, donc c'est une interface de programmation moins complexe, hein, ce qu'on appelle une High Level Application API, Application Programming Interface. Donc c'est moins compliqué à utiliser que TensorFlow. Donc ça permet très rapidement de développer des réseaux de neurones, y compris des réseaux de neurones un peu sophistiqués, un peu complexes, hein, pour faire de l'intelligence artificielle. Donc comment démarrer? Bon, on va importer du NumPy parce qu'on a toujours besoin de travailler avec des tableaux. Donc NumPy est l'outil de choix, hein, pour travailler avec des tableaux ou des tenseurs. Et ensuite on importe TensorFlow, et à partir de TensorFlow on importe Keras. Voilà. Et à partir de ça, on peut créer un réseau de neurones en quelques lignes de Python seulement. Souvent le plus compliqué, c'est pas créer le modèle de réseau de neurones, c'est travailler sur les données en avant, c'est faire toute cette partie de pré-processing, etc., etc., de réduction de dimensionnalité éventuellement. Et puis il y a une autre bibliothèque qui est soutenue par Facebook, elle, qui est PyTorch, qui est très, très utilisée dans la recherche et le développement, en intelligence artificielle en particulier, en chimie computationnelle aussi, les gens qui font de la chimie quantique, de l'intelligence artificielle couplée à la chimie quantique, utilisent PyTorch. C'est moins simple à utiliser que Keras et TensorFlow. Les TP que vous ferez ici, c'est un apprentissage sur Keras et TensorFlow, mais ça peut vous servir de tremplin pour aller plus loin ensuite et pour faire du PyTorch. Et après, avec quoi travailler? Donc vous pouvez travailler par exemple avec Spider, mais qui est un environnement Python. Vous devez avoir un environnement Python, hein, vous devez avoir un environnement Python. Il y a également l'environnement Anaconda, qui fournit des tas d'outils. Ce qui vous est proposé, une autre possibilité, c'est de travailler avec un environnement minimaliste de Anaconda, qui s'appelle Miniconda. Et pour votre auto-apprentissage, vous allez travailler avec des notebooks Jupyter. Donc il y a une vidéo spécifique pour présenter ce que c'est qu'un notebook Jupyter, et en particulier avec Jupyter Lab, qui est la version la plus avancée de ces outils Jupyter. Donc vous pouvez, grâce à ça, créer des workflows richement commentés. Vous pouvez mélanger du texte, de l'affichage de graphiques, de l'affichage d'images, du développement de code de Python. Donc je pense que pour un chimiste computationnel, ça mérite de réfléchir à la possibilité, de réfléchir à la possibilité d'introduire l'utilisation de notebook Jupyter au quotidien en tant que cahier de laboratoire. Donc, vous pouvez les utiliser en tant que cahier de laboratoire, ces Jupyter Notebook. En tout cas, envisagez cette possibilité. Alors, si vous n'êtes pas familier avec Python, vous trouverez des tas de cours Python en ligne. Mais dans le cadre de cet enseignement, vous avez accès à un espace de dépôt GitHub, dans ce qu'on appelle un GitHub repository, où vous trouverez des tas de Jupyter Notebook, dont un. Donc ce GitHub repository s'appelle PyFischem. Vous l'avez aussi, vous avez son logo qui est ici. Vous trouverez ça sur la page de garde de PyFischem. Vous aurez également une vidéo qui vous explique comment exploiter cet espace de dépôt. Et au sein de cet espace de dépôt, et il y a aussi une brève vidéo séparée sur ce notebook-là, vous trouverez un notebook qui s'appelle PPCL, ppcl.ipynb, Python Notebook. Donc PPCL comme Python in the Physical Chemistry Lab. Donc vous avez un auto-apprentissage de Python qui vous est proposé.
Donc si vous avez besoin de vous former à Python ou de vous rafraîchir la mémoire en Python, encore une fois, il y a des tas de ressources sur Internet, mais ça, c'en est une qui est fournie dans le cadre de cet espace de dépôt ici, qui va servir de base à notre apprentissage du machine learning. Alors, il y a plusieurs exemples sur PyFischem, avec un focus quand même assez important sur les réseaux de neurones artificiels, Artificial Neural Networks, les ANN. Vous allez commencer, donc là, à partir de là, ça va être l'auto-apprentissage. Donc, vous allez commencer avec cette partie qui est intitulée Data Science for Beginners. Donc vous les avez ici. Si vous cliquez sur... donc ça c'est une fois, donc ici, pardon. Le contexte c'est que vous avez suivi les autres vidéos et vous avez réussi à cloner PyFischem sur votre PC. Que ce soit un PC sous Windows, une machine, un Mac sous macOS, un Macintosh, ou une machine sous Linux. Vous avez cloné ça sur votre PC, vous avez une distribution Python en état de marche, qui correspond avec toutes les bibliothèques qui sont requises pour faire retourner ces notebooks. Donc vous avez ça sur votre PC. Vous avez le Jupyter Notebook qui s'appelle TOC, Table of Content. Donc vous avez ouvert le TOC comme Table of Contents, table des matières, et vous devez voir ça. Et vous cliquez sur l'introduction et vous allez voir ça, d'accord, qui est une version réduite de ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que le 1 ici, c'est le même que celui-là, le 2 ici, c'est le même que celui-là, et le 3 ici, pas du tout. Le 3' ici, c'est le 3 ici. Voilà. Donc vous pouvez commencer par ça. Donc ce qui vous est demandé en fait, c'est de faire dans un premier temps le 1 ici, et vous avez des exercices d'auto-évaluation. Le 2, vous avez aussi des exercices d'auto-évaluation. Vous pouvez faire le 3 ici, Basics of Artificial Neural Networks. Au niveau master, vous pouvez le faire. Donc vous faites ça. Et ensuite, vous faites celui-ci, apprentissage supervisé appliqué à la classification, ce qu'on appelle la régression logistique, et vous avez aussi des exercices auto-évaluation et un corrigé qui vous est fourni. Donc vous devez commencer par ça. Voilà. Le Data Science for Beginners, donc le début ici, ça s'exploite à la base de données Iris. Donc c'est cette base de données de fleurs, donc évidemment on est loin de données chimiques, mais c'est beaucoup plus simple de commencer par ça, parce qu'on a des descripteurs très très basiques, et très simples et en petit nombre. Donc, alors que quand on veut introduire des descripteurs pour des molécules, ça semble d'emblée très complexe déjà de travailler sur les descripteurs. Donc ça, faites juste cet apprentissage-là sur la base de ces fleurs qui ont l'intérêt de nous fournir une base de données de petite dimension et où la classification des fleurs, donc ce sont des iris, il y a 3 espèces d'iris, ici Setosa virginica versicolor. La classification des fleurs est basée sur des descripteurs en petit nombre, il y en a 4, qui sont la largeur et la longueur des pétales et des sépales qui caractérisent les iris. Donc vous devez faire ces auto-apprentissages tout seul, donc ça vous allez voir les notebooks, qui sont normalement... les codes de Python sont richement introduits et commentés. Les résultats qu'on attend, que vous devez obtenir, sont également commentés, aussi richement que possible. Donc maintenant, il est temps de conclure. Ce que vous allez découvrir petit à petit, en conclusion, c'est que on se place dans un contexte donc, du 4e paradigme de la recherche scientifique, comme on l'a déjà dit, et les données, pourquoi est-ce que le CNRS, l'enseignement supérieur dans son ensemble, nous demande de réfléchir au stockage des données, c'est que c'est une mine d'or, treasure trove, on dirait aussi en anglais, qui est sous-exploitée, qui est encore trop sous-exploitée. Le machine learning, vous pouvez le voir comme une extension des méthodes de statistiques, de mathématiques, de statistiques classiques. Donc c'est une extension
qui peut digérer, absorber des quantités de data absolument massives pour trouver des corrélations entre ces données et pour générer des prédictions. L'application du machine learning à la chimie, si vous ouvrez des ouvrages scientifiques, hein, des journaux scientifiques, vous verrez qu'il y a eu une explosion rapide hein, ces dernières années. Il y a énormément d'applications, donc il y a beaucoup d'équipes partout dans le monde qui se sont appropriées ces outils, qui ont travaillé avec des matheux, avec des numériciens, des statisticiens, pour dépasser leurs compétences actuelles et introduire des nouvelles méthodologies en recherche scientifique. Et pour nous, chimistes computationnels, il y a clairement un couplage extrêmement puissant et performant et un lien extrêmement puissant entre chimie computationnelle et le machine learning qui s'est établi, et des tas d'applications très intéressantes qui se font, et des tas de développements en cours, et des tas de développements à venir, à n'en pas douter. Aujourd'hui, la démarche qu'on a, à mon avis, qu'on va avoir de plus en plus, et à laquelle vous devez être formé, c'est d'être capable de combiner la chimie computationnelle, ou la physique computationnelle, le machine learning, l'intuition physique ou chimique, les modèles physico-chimiques, et cette combinaison, c'est en train d'émerger. Et ça permet non pas de faire que du numérisme au sens le plus péjoratif du terme, mais clairement ça permet de relever un certain nombre de défis conceptuels, théoriques et pratiques. Donc pratique au sens techno, peut-être, mais également il y a pas mal de défis conceptuels et théoriques qui sont importants. Ça passe par l'utilisation, la définition, l'identification de descripteurs ou de caractéristiques de votre système qui doivent inclure la physique et la chimie correctes par rapport aux problèmes qui vous intéressent. Si vous voulez, par exemple, avoir un algorithme qui prédit la solubilité de composés dans l'éthanol, je dis n'importe quoi, ou dans n'importe quel solvant, et que vos features ici n'intègrent ni la nature du solvant, ni le pourcentage du solvant, c'est-à-dire la concentration du soluté, eh bien, vous ne pourrez jamais avoir une machine, un algorithme pertinent. D'accord ? Il manque des informations. Donc vous devez vous savoir quand même quels sont les paramètres importants et comment les digitaliser et qu'en faire. Toute donnée est bonne à prendre. Toute donnée expérimentale, alors expérimentale, ça peut être aussi des expériences numériques. Hein. Quand je dis expérimentale, c'est au sens large. Donc toute donnée est bonne à prendre. Après, il faut éviter d'avoir des données qui sont trop dépendantes linéairement les unes des autres, mais toute donnée est bonne à prendre, y compris des données de choses qui ne marchent pas. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà, donc il faut des données qui ont été assemblées, il faut des données aussi cohérentes que possible, aussi homogènes que possible en termes de précision, et éventuellement il faut les avoir nettoyées un petit peu, on appelle ça la curation des données, il faut la data curation. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut produire des bases de données, autant que possible qu'il faut publier. On peut publier des bases de données pour que d'autres puissent se les approprier et mener leurs propres travaux à partir de ça, et éventuellement pour que d'autres puissent les exploiter. On a une problématique pour nous d'explorer l'espace chimique. Hein. Il y a des milliards de molécules qui existent, des millions de matériaux, une centaine de milliers de matériaux actuels ou potentiels. Donc il y a une problématique d'exploration d'un espace chimique et d'être capable, pour faire des prédictions de matériaux innovants, d'être capable d'avoir un espace chimique aussi large que possible. Donc ça, c'est une problématique importante, l'espace chimique. Très important que vous soyez théoricien ou expérimentateur, il faut garder toutes les données qu'on a, qu'elles soient physiques ou chimiques, et y compris les données d'expérience qui ont mal tourné. C'est riche d'informations, d'accord ? Donc il y a peut-être des choses à comprendre aussi. Donc il faut les stocker dans des bases de données qu'il faut rendre accessibles. Donc là, il y a toute une problématique de
traitement des données, mais également de stockage des données, ce qu'on appelle le data management. Donc le stockage des données, le traitement des données, le stockage pérenne des données, c'est vraiment extrêmement important. Évidemment, quand on développe un algorithme, ça demande du temps humain. C'est pas tant l'algorithme, mais c'est souvent le traitement des données qui demande du temps humain. Donc il y a toujours une question à se poser quand on se lance dans l'utilisation de ces algos sur la balance entre le coût expérimental et le coût computationnel. Et quand je mets le coût expérimental, le coût computationnel, je prends en compte différents paramètres, hein, les paramètres humains, les paramètres environnementaux, hein, de développement durable y compris, et les coûts opérationnels de telle ou telle technique. Donc quand vous voulez utiliser ça, vous devez vous demander si ça vaut le coup par rapport à une approche expérimentale, qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd sur toutes ces questions-là y compris. Les mathématiciens nous sensibilisent à une chose, ils ont tout à fait raison, même si là il y a un enjeu même pour eux, c'est d'avoir une analyse de la sensibilité des résultats, c'est-à-dire de la précision, hein, quelle est la dispersion, enfin quelle est la précision qu'on a, quel est l'écart type de la prédiction d'une prédiction qui est faite. Donc ça c'est être capable de dire quelle est l'incertitude d'une... C'est important en sciences expérimentales, l'incertitude d'une mesure, mais également l'incertitude d'une prédiction par un algorithme, c'est également important. Même si ce n'est pas forcément facile à adresser et à formuler. Fort heureusement, même encore, il y a encore besoin d'intelligence humaine, hein, déjà pour fabriquer des descripteurs pertinents, pour comprendre la sortie d'un algorithme, hein, d'une intelligence artificielle, disons, et puis pour éviter de poser des problèmes qui sont mal définis et pour lesquels il y aurait des solutions non physiques. Donc ça, il faut mettre un peu d'intelligence. Attention au danger d'utiliser ces outils comme des boîtes noires. Donc les méthodes de machine learning sont parfois utilisées comme des boîtes noires et ne sont pas forcément comprises. On trouve beaucoup de travaux de machine learning dans les articles scientifiques, avec parfois on peut se poser la question sur l'expertise technique des utilisateurs ou des promoteurs de ces méthodes. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut regarder. Alors c'est pas facile d'acquérir cette expertise, hein, c'est pas facile, peut-être qu'on commet des erreurs, mais bon, il faut... c'est pas une boîte noire où on va rapidement mettre des données d'entrée, avoir un résultat en sortie, et puis se dire, bon, on va publier ça dans une démarche quick and dirty. Non, il y a beaucoup de travail quand même pour essayer de se former au mieux, de se poser des questions, et si on n'a pas l'expertise soi-même, d'aller la chercher ailleurs. Il y a une difficulté, c'est qu'il y a plusieurs algorithmes de machine learning, donc ça vaut le coup de comparer plusieurs méthodes hein, pour identifier quelle est la meilleure pour une application donnée. Et puis la qualité des données, c'est vraiment important. Et donc là, quand vous avez créé une base de données, il faut expliquer un petit peu comment elle est faite. Et s'il y a des choses qui ont été supprimées de la base de données parce que vous avez considéré que c'était des intrus, qui n'avaient rien à faire là, ben, il faut l'expliquer. Hein, il faut l'expliquer, il faut dire quelles sont les données qui ont été écartées de la base de données. Donc ça fait partie de la démarche aussi. Donc voilà, maintenant vous pouvez vous lancer vous-même dans l'apprentissage. Vous devez avoir, donc, comme pour résumer, sur un aspect purement opérationnel, vous devez avoir une expérience en Python, d'accord. On peut se faire aider par ChatGPT et par d'autres outils d'assistance à l'utilisation d'algorithmes et au développement d'algorithmes en Python, mais quand même, au bout d'un moment, il faut quand même comprendre ce qu'on fait. On ne peut pas faire juste des copier-coller, ça ne se passe pas comme ça. Pour faire des copier-coller, il faut comprendre ce qu'on colle dans son notebook ou dans son code Python. Il faut un niveau de base en calculus, niveau de base en calculus, de niveau collège au sens américain du terme, hein, donc première année, on va dire, première, deuxième année de fac, en calculus, en algèbre linéaire et en probabilité statistique, d'accord. Il faut être capable, ça fait partie, alors pour nous, chimistes computationnels, ça doit faire partie de nos compétences, être capable d'installer une distribution Python sur son PC, sous son système.
ça doit faire partie de nos compétences, hein. Installer Python, une distribution Python, la mettre à jour, parce que c'est un environnement qui est en évolution permanente. Donc voilà, il faut être capable de faire ça soi-même. Donc voilà, vous avez un certain nombre d'outils à votre disposition maintenant pour faire votre auto-apprentissage. Et ne soyez pas effrayés, hein. Alors, you are now familiar with some concepts and keywords. Oui, ça sera le cas quand vous aurez fait les petits tutos d'auto-apprentissage, que vous aurez utilisé les notebooks d'auto-apprentissage. Vous allez voir ce que c'est que la régression logistique, les hyperparamètres, la méthode holdout, la loss function, vous saurez ce que c'est, un artificial neural network, vous verrez un petit peu mieux ce que c'est. Comme vous aurez fait de la classification, vous aurez abordé la notion de categorical cross-entropy, qui est associée à la classification. Vous aurez fait aussi un peu de régression, et puis vous verrez un petit peu mieux ce que c'est que la valeur d'un feature, d'une caractéristique, ce que j'ai appelé souvent un descripteur d'un problème. Et à partir de ça, ben, vous pourrez vous pourrez étendre votre formation de plusieurs façons. Moi, je me suis pas mal formé avec le bouquin ici de Aurélien Géron, qui a longtemps travaillé chez Google, et qui fait un bouquin qui est vraiment très très clair, et qui fournit en ligne des notebooks qui sont téléchargeables pour faire tous les exercices qui sont décrits dans le bouquin. Je me suis inspiré pour certaines des applications que je vous propose. Et puis sinon, n'oubliez pas qu'il y a d'autres outils de machine learning, d'autres algorithmes, disponibles en particulier dans scikit-learn. Donc ici, je les remets ici, hein, j'en ai déjà parlé avant. Donc il n'y a pas que les réseaux de neurones, il y a tout un tas d'autres algorithmes. Et enfin, pour aller plus loin, donc il y a des notebooks qui vont au-delà, dans PyFischem, des notebooks qui vont au-delà de ce qu'on va voir dans le cadre de cet enseignement. Et sinon, vous avez la super formation du CNRS que vous pouvez suivre en direct et sinon qui est disponible en différé, qui est Fiddle, qui est une introduction au deep learning. Alors là, pour le coup, c'est le réseau de neurones, hein, qui est sous-titré Make Intelligence Great Again, donc avec un clin d'œil. C'est une super formation. Et il faut prendre du temps, c'est pas toujours facile, c'est exigeant. Vous pouvez peut-être pas démarrer de suite, hein, tout de suite avec cette formation-là. Il y a quelques prérequis, je pense, et justement, vous avez ici PyFischem qui vous donne, dans un contexte généralement chimique et physico-chimique, la plupart des prérequis dont vous avez besoin. Voilà, donc ce cours qui dure un peu plus d'une heure est fini. Je vous souhaite bonne découverte des notebooks et de l'apprentissage automatique. Et puis ensuite, on mettra tous ensemble en présentiel les mains dans le cambouis un petit peu plus tard.